Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. On va juste patienter quelques minutes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Avec 25 personnes là, c'est bien. Parfait. Pas de problème. Alors, on a une question de Mathilde qui nous dit qu'on est un peu flou, peut-être à contre-jour. Vous parlez des intervenants? Si vous pouvez nous renvoyer un... Oui. Est-ce que... C'est zoomé en fait. Ah oui, c'est parce que c'est Mais zoomé. sinon, je peux baisser le score. On apparaît un petit peu rouge, effectivement. Je vais juste nettoyer la caméra aussi, allez-y. Si vous avez, je ne sais pas, une lumière ou quelque chose qu'on peut rajouter. Vous éclairer, ouais. Ouais. Alors, je vais juste passer un coup de chiffon sur la caméra. Hein. Je ne sais pas si c'est mieux, pas sûr. Les interrupteurs sont connectés. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux. Ouais, je pense. Alors, ouais, j'ai aussi le retour vidéo, c'est vrai qu'on est très flou. Il est possible que ce soit à cause du débit ou du retour vidéo, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, là, c'est vrai que par moment, c'est très flou. Bon, de Je toute pense manière, que malheureusement, c'est une question de connexion Internet aussi, ouais. Je pense, ouais. Ouais, tout à fait. Nous, le retour caméra qu'on a directement de notre caméra est, je dirais, relativement correct. Mais c'est clair que quand on se voit étant connecté comme les participants, on est assez flou. Ouais, c'est pas très joli. Alors même si on changeait de caméra, j'ai un doute sur le fait que on soit mieux maintenant. Sauf si on se met comme ça. Mais là, sur de toute manière, après, vous allez présenter. Oui, en fait, c'est ce que je vous dis. C'est surtout la présentation qui va être importante. À la limite, vous pouvez voir sur une autre caméra avec mon nom, là, Timothée Marshall, effectivement, où on est plus net. Tu peux mettre dedans. Comme tu veux. Comme tu veux. Ou comme ça, non, c'est trop bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Bon, bah, je vois qu'on a une cinquantaine de personnes connectées. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Très bien, très bien. Bonjour, de nouveau bonjour pour les personnes qui viennent d'arriver. Trainme Corporate est ravi de vous accueillir pour ce second webinaire réalisé en partenariat avec l'Institut Curie pour ce mois d'octobre rose, placé sous le signe de la prévention et de la sensibilisation du cancer du sein. Vous avez été nombreux à suivre Laetitia Mendes la semaine dernière et on espère que vous serez tout aussi nombreux aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, on est en compagnie de Carole Kalogeropoulos, diététicienne et nutritionniste spécialisée en oncologie et en éducation thérapeutique du patient à l'Institut Curie, et du docteur Timothée Marchal, médecin au département des soins de support de l'Institut Curie à Paris, spécialisé en nutrition en cancérologie. Donc pendant leur présentation, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions et à voter pour les questions qui vous intéressent le plus en cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le haut située à gauche de la question. Donc les deux intervenants répondront pendant ou en fin de présentation. Voilà, donc je leur laisse désormais la parole afin de nous expliquer le lien existant entre l'alimentation et la prévention des cancers. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Nous remercions donc Trade Corporate de nous avoir invités à ce webinaire pour échanger sur la prévention des cancers et le lien qu'il peut y avoir entre nutrition, la survenue d'un cancer et comment prévenir ces cancers. Alors tout ceci s'inscrit également dans la campagne d'Octobre Rose qui, je le rappelle, justement touche le cancer du sein. Voilà, nous avons choisi de vous présenter au fait cela en 10 recommandations avec les 10 conseils de vie les plus fiables actuellement disponibles de prévention des cancers. Alors, le premier point que nous voudrions rappeler concerne les messages que nous allons donner aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit que, en fonction de la situation dans laquelle on est, le message n'est pas le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la prévention primaire des cancers, c'est-à-dire avant que ceux-ci ne surviennent. Cela concerne la population générale. Finalement, c'est une population de bien portants. Il y a aussi d'autres discours que nous pourrions avoir au quotidien, en particulier avec nos patients qui ont un cancer, où là, la prévention sera secondaire, c'est l'objectif étant d'éviter une aggravation de la situation. Enfin, il y a une troisième situation où nos patients ont guéri et le cancer est derrière eux. Il s'agit de la prévention tertiaire. Donc, pour éviter les récidives ou la survenue d'un autre cancer, c'est une situation après les traitements. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, nous allons donner des messages qui concernent des patients bien portants, finalement, donc la population générale, dans le but de prévenir la survenue des cancers. Alors, on peut donc se poser la question, est-ce qu'on peut réduire le risque de cancer? On va vous montrer une diapositive qui a été sortie d'une étude épidémiologique du Centre international de recherche sur le cancer qui montre le nombre de nouveaux cas de cancer qui sont attribuables au mode de vie et à l'environnement en France en 2015, parmi les adultes de 30 ans et plus, et pour les 10 cancers les plus fréquents. Nous pouvons observer le fait qu'il peut y avoir certains cancers comme le cancer du poumon, le cancer ORL, des lèvres, cavité orale, cancer pharyngé, et puis par exemple le cancer du foie et les cancers de mélanome de la peau, qui sont pour la majorité d'entre eux attribués au mode de vie. On va voir à peu près quel mode de vie tout à l'heure. En revanche, pour le cancer de la prostate, on peut remarquer qu'il n'est quasiment pas attribué au mode de vie et à l'environnement. Ce qu'on peut observer donc de l'autre côté par rapport au cancer, au nombre de cancers au niveau des femmes, le cancer du sein, on peut observer que pour un tiers des nouveaux cas de cancer du sein, ils peuvent être attribués au mode de vie et à l'environnement, alors que 2 tiers d'entre eux, des nouveaux cas de cancer du sein, n'ont pas seront survenus de toute façon, sans lien avec l'attribution à un mode de vie et à l'environnement. Du coup, le docteur Marchal va vous expliquer un petit peu comment fonctionne la cancérisation. Effectivement. C'est important de comprendre avec des notions simples comment survient un cancer et comment on peut peut-être agir sur les facteurs provoquant le cancer. Alors, on est composé de milliards de cellules et ces cellules, comme tout organisme vivant, ont une durée de vie définie en fonction de leur localisation, en fonction de la fonction et en fonction également de leur âge et de leur ancienneté.
pour maintenir l'équilibre, il faut que ces cellules qui vont avoir une mort programmée, il faut qu'elles soient remplacées. Il faut qu'elles soient remplacées donc par une cellule identique à elle-même. Pour cela, il faut que l'organisme puisse copier la cellule, donc une cellule mère, vers des cellules filles. Alors plutôt que d'essayer de copier finalement le contenu de la cellule elle-même, on va copier l'ensemble des informations qui permet à la cellule d'exister et d'avoir la fonction qu'elle a. Tout ceci repose sur le matériel génétique, sur les gènes, sur le génome. Cela désigne exactement la même chose et vous en avez forcément entendu parler. Eh bien, le matériel génétique, l'ADN, c'est un peu comme un immense livre composé de mots à 4 lettres qui raconte une histoire, qui est la nôtre finalement. Et chaque cellule est unique, compose le vivant, donc compose chaque individu. Maintenant, pour pouvoir être reproduite, il faut copier ce matériel génétique. Eh bien, si on fait l'analogie finalement avec les débuts de l'imprimerie, en fait, on copie mot pour mot chaque phrase pour qu'il soit identique de la cellule mère vers la cellule fille. Sauf que il y a quand même beaucoup de mots et on peut faire des petites erreurs, des ratures, des fautes d'orthographe, des bavures, des choses comme ça. Alors, il y a des systèmes de correction, mais parfois ça échappe à ces systèmes de correction. Eh bien, la copie suivante va copier également l'erreur. Au fur et à mesure des copies, 5, 10, 100, 1000, 100 000, 1 million, eh bien, ces erreurs vont se recopier et vont avoir tendance à s'amplifier. Si bien que, à la fin, le message écrit dans la dernière copie n'a presque plus rien à voir avec le message initial. Sauf que ce message, en tout cas, il n'a pas le sens qu'il devrait avoir, mais il va acquérir un sens qui est très basique, très simple, qui est anarchique, qui consistera à ne faire que se reproduire. Donc les cellules cancéreuses ont accumulé des altérations qui leur confèrent une seule et unique fonction, se reproduire à l'infini. Au départ, on part avec une cellule, puis on arrive avec une tumeur, puis quelque chose qui va grossir et qui va envoyer des cellules tumorales à distance, que ce soit dans les ganglions ou bien dans d'autres organes. C'est ce qu'on appelle les métastases. Voilà la base de la cancérisation, donc l'accumulation d'erreurs de reproduction. Et il existe 3 entités capables de provoquer des erreurs. Ce sont des entités physiques, des entités chimiques ou des entités infectieuses. Et finalement, on va voir que dans le vivant, on peut être exposé dans diverses proportions à ces 3 entités qui vont faire des erreurs dans la copie de l'ADN et provoquer, in fine, un cancer. Du coup, il peut y avoir le mode de vie et l'environnement qui peut du coup agir. Un des facteurs, en fait, ça pourrait être le mode de vie et l'environnement qui pourrait agir à cette erreur de reproduction. Et du coup, il peut y avoir également le vieillissement qui peut avoir aussi une problématique au fait sur la reproduction de la cellule et du coup qu'elle se fatigue avec l'âge et qu'elle réplique moins bien au niveau des cellules filles. C'est ce qui explique finalement que le cancer est plutôt une pathologie du sujet âgé. Plus on est vieux, entre guillemets, plus les cellules se sont reproduites, plus elles ont accumulé des erreurs et donc plus le risque de cancer est élevé. Donc, l'âge en tant que tel est un facteur intrinsèque de cancer, c'est-à-dire sur lequel on ne peut pas agir, malheureusement, mais qui, à lui seul, explique aussi une partie des cancers. Et la liste que vous avez sous les yeux, dont va parler ma collègue, concerne justement ces éléments dans l'environnement ou dans les habitudes de vie qui sont en lien avec les cancers, qui sont des facteurs de risque de cancer. Et qui pourraient être, pour certains d'entre eux, modifiables. Il y a d'autres facteurs de risque d'apparition du cancer, c'est le facteur génétique. 10% environ des cancers sont attribuables à un facteur génétique. Et du coup, 40% des cancers peuvent être attribuables au mode de vie. Certains peuvent être modifiés. D'autres ne peuvent pas être modifiés parce que c'est en lien avec l'environnement. Voyons un petit peu ceux qui peuvent être modifiés. On voit par exemple que le tabac, il peut être responsable de l'apparition d'environ 19,8% des cancers. C'est pour ça que tout à l'heure, on voyait que la pathologie, le cancer du poumon est une pathologie attribuable au
mode de vie, donc du tabagisme. L'alcool également, enfin, c'est les plus grands facteurs attribuables à l'apparition d'un nouveau cas de cancer. Donc, la consommation d'alcool correspond à peu près à 8% des nouveaux cas de cancer. On voit que si on parle maintenant vraiment de facteurs nutritionnels, l'alimentation déséquilibrée et le surpoids, l'obésité, donc la surcharge pondérale dans son ensemble et l'inactivité physique peuvent être des modes de vie attribuables au nouveau cas de cancer. Alors, comment sont établis ces liens entre facteurs donnés et risques de cancer? Il y a bien évidemment tout type d'études à ses avantages, à ses limites. En santé publique, c'est-à-dire dans ce qu'on est en train de vous dire actuellement, donc pour une population donnée, on sait qu'une seule étude, même si sa méthodologie elle est très bonne, elle ne suffit pas. Ça fait partie, imaginez, un petit morceau de puzzle sur un grand puzzle de 100 millions de morceaux. Donc, c'est pas nécessaire. Il faut différents types d'études et surtout des études assez robustes qui tendent à dire la même chose pour pouvoir avoir un niveau de preuve assez suffisant. Les experts, au fait, qui font l'analyse de ces études établissent des différents niveaux de preuve en fonction de toutes les études. Si la majorité des études tendent à dire la même chose, il y a des niveaux de preuve qui s'appellent niveau de preuve probable ou convaincant. Et dès qu'un facteur nutritionnel a un niveau de preuve probable ou convaincant, c'est là qu'on émet des recommandations. Si le niveau de preuve est limité ou suggéré, on ne peut pas encore émettre des recommandations, il faut attendre de nouvelles études. Nous allons donc aujourd'hui voir avec vous un petit peu ce que préconise l'Institut national du cancer. Vous pouvez retrouver le rapport scientifique si vous voulez, qui peut être en synthèse et peut être aussi très abordable au grand public. La nutrition et prévention primaire des cancers, l'actualisation des données, sachant que les données sont actualisées de façon à peu près tous les 4, tous les 5 ans en fonction des études qui viennent se rajouter et à chaque fois on a des niveaux de preuves qui peuvent être de plus en plus spécifiques, de plus en plus spécialisés et du coup plus fins dans le détail. Alors, commençons par la première recommandation qui est d'éviter la surcharge pondérale. La surcharge pondérale correspond à l'accumulation de masse grasse, c'est-à-dire finalement de graisse, mais dans une proportion inadaptée. Il y a un rapport de masse grasse sur masse maigre qui est trop en faveur de la masse grasse. On a soit trop de masse grasse, soit pas assez de muscles. Sauf que, au-delà de ce rapport et au-delà de la composition corporelle, cette masse grasse, finalement, la graisse correspond à une accumulation de lipides qui se trouve dans un tissu qui s'appelle le tissu adipeux. Ce tissu n'est pas uniquement un élément qui sert à stocker la graisse, il est métaboliquement actif. Il est actif sur l'entretien justement de ces zones de stockage. Il y a également la sécrétion de molécules qui est active sur le reste du corps. Ce sont certaines hormones, on le voit avec les œstrogènes, mais il y a également une consommation d'énergie. Et en fait, l'ensemble fait une ambiance inflammatoire, on appelle ça. Et cette ambiance inflammatoire, elle va faire que la correction des erreurs dans la réplication de l'ADN, par exemple, est moins bonne. Donc, elle est pourvoyeuse, elle est propice au développement de cellules cancéreuses. Alors, au-delà des pathologies cancéreuses, on le sait, la surcharge pondérale favorise également la dispersion de lipides dans les vaisseaux. Donc, c'est quelque chose qui est associé à un surrisque de maladies cardiovasculaires. Donc, au-delà du cancer, la surcharge pondérale intéresse de nombreuses pathologies et il va être important, et ma collègue va vous en parler, de pouvoir prendre en charge ce problème efficacement. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici de juger une surcharge pondérale éventuelle, c'est également surtout la situation d'obésité et une maladie chronique multifactorielle. Il existe plusieurs facteurs et du coup, l'important, c'est de mettre en place les choses, c'est-à-dire de passer à l'action et d'essayer de
limiter de prendre davantage du poids ou d'essayer, même si on est en surcharge pondérale, de mettre en place une hygiène de vie qui peut être favorable et du coup limiter également le risque de cancer. Vous voyez que c'est un risque pour au moins une douzaine de cancers, dont le cancer du sein. Et du coup, même le fait d'être en surcharge pondérale mais avoir une hygiène de vie correcte peut être favorable, même si cela ne descend pas à un indice de masse corporelle souhaitable, par exemple. On peut être en surcharge pondérale et être en bonne santé. L'important, c'est de mettre en place des choses. Comment on met en place les choses? On privilégie les aliments qui sont à faible densité calorique. On aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui dans notre présentation de ces aliments. D'avoir dans son assiette, c'est-à-dire tout simplement, si vous avez à composer votre assiette, de la composer d'une manière où mettre un tiers de légumes, un tiers de féculents et plus particulièrement les céréales complètes, les légumes secs qui sont riches en fibres alimentaires et qui vont apporter un rassasiement plus précoce et une satiété qui va durer, c'est-à-dire on va avoir moins de fringales. Et du coup, privilégier un tiers donc, de légumes, un tiers de féculents et un tiers soit de viande, soit de volaille, soit de poisson, soit d'œufs. De composer ainsi votre assiette la plupart du temps améliore sur le long terme les apports nutritionnels. Ça permet une variété, une diversité, en limitant bien évidemment de rajouter trop de matières grasses, trop d'huile, trop de beurre, trop de crème. De limiter cet apport également en matière grasse. Globalement, une personne par repas pourrait avoir à peu près 1 à 2 cuillères à soupe d'huile pour faire son entrée et son plat. Si vous êtes une famille de 4 personnes avec 4 à 6 cuillères d'huile, vous pouvez faire tout votre repas et comme ça, par portion, en fait, ça sera pas très dense en calories. Éviter les boissons sucrées. Les boissons sucrées, on va le voir tout à l'heure aussi, c'est des boissons qui vont apporter du saccharose, du sucre. Évitez quand vous avez soif de boire des boissons sucrées. Votre corps vous demande de s'hydrater et en plus de ça, il doit gérer un apport en glucides qu'il n'a pas demandé à ce moment-là. Du coup, il va le stocker. Les boissons alcoolisées également, on va en parler tout à l'heure. Donc, soyez important en fait, mangez quand vous avez faim et arrêtez de manger arrêtez de manger quand vous êtes rassasié. Limitez les portions, par exemple, essayez de voir un petit peu les sensations et de vous dire c'est bon, j'ai plus faim. Le fait de manger lentement permet aussi de savourer son repas et du coup de reconnaître le rassasiement et de s'arrêter. Et la prochaine fois, savoir qu'au final, vous n'avez pas besoin d'une aussi grande quantité et vous réduirez vos portions. Bouger est très important. Vous aurez un webinaire là-dessus la semaine prochaine dédié à l'activité physique. Bien évidemment, ça va de soi que certes, il faut bouger, mais il faut limiter la sédentarité, se lever toutes les heures, 5-10 minutes. Et surtout, si vous êtes dans cette démarche, si par exemple vous êtes déjà dans une surcharge pondérale, ne pas abandonner. Il n'est jamais trop tard de modifier en fait son mode de vie et aller toujours en avant. Même si parfois vous faites un pas en arrière, essayez de faire 2 pas en avant, même si c'est possible ça prend du temps. On modifie petit à petit, mais du coup, n'essayez pas d'être trop restrictif. Ça crée des frustrations, ça crée l'effet yo-yo. Modifiez petit à petit. Le simple fait de passer à, par exemple, des pâtes blanche avec pâtes complètes, c'est déjà une amélioration de votre alimentation et vous en mangerez moins puisque c'est à base de céréales complètes. Merci. Voilà. Alors, on l'a évoqué brièvement, l'activité physique. Il y a 2 choses. Il y a à la fois l'activité physique qu'on peut faire au quotidien, du sport, ou bien adapter selon nos capacités. Ça, c'est peut-être plus quand on a un cancer. Et puis, il y a aussi, comme tu l'as dit, limiter la sédentarité, être actif au quotidien. Privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur, se déplacer dès qu'on peut. Finalement, c'est très bon pour le corps. En fait, ça agit sur presque tous les systèmes. Ça améliore la condition cardio-respiratoire, ça joue positivement aussi sur les articulations. Lorsque l'on fait de l'activité physique, le muscle capte beaucoup plus les sucres circulants, donc ils vont éviter d'être stockés et donc de faire de la surcharge pondérale. Le transit s'envoie accéléré également. Bien sûr, les hormones sont mieux régulées lorsque l'activité physique est régulière et puis
moins d'inflammation, puisque en fait le corps se nettoie plus facilement au travers de l'activité physique. Alors là, on voit que c'est protecteur pour le cancer du sein, pour le cancer colorectal ou l'endomètre, mais les preuves continuent d'arriver des bienfaits également pour d'autres cancers et aussi pour d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le moral et j'en passe. Voilà, vous aurez également tout le détail la semaine prochaine à l'autre webinaire présenté par le Dr Carole Bouleux en association du coup avec Training Corporate. Juste pour rappel, voici les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Pour être physiquement actif, c'est 5 jours par semaine, 30 minutes d'activité physique modérée à élevée. Par exemple, une marche rapide, marcher comme si on était en retard au final. 1 à 2 fois par semaine du renforcement musculaire, de l'assouplissement et réduire bien évidemment la sédentarité. Tout à fait. La clé est la régularité également. Alors la troisième recommandation, ma collègue l'a évoqué précédemment, concerne finalement les types d'aliments que l'on pourrait choisir. Les céréales complètes sont très bénéfiques, les légumes, les fruits, vous l'avez entendu, ont tous des vertus très intéressantes. Alors, ils contiennent du sucre, certes, mais pas que. Ils contiennent aussi des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments. Et en particulier, certains sont antioxydants. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans le recopiage de l'ADN, ce qui favorise les erreurs, ce sont les éléments qui sont plutôt pro-oxydants. Ils vont faire des ratures, si vous voulez. Ils vont faire que l'encre va baver. C'est des images pour dire que la copie va être imparfaite. Eh bien, les antioxydants, alors pris sans excès, on va le voir également, ces antioxydants sont très efficaces pour réparer les erreurs de l'ADN. Les fibres sont également des aliments très intéressants. On l'a dit, ils favorisent le transit, ils protègent également la lumière du tube digestif, c'est-à-dire la muqueuse qui, elle, est exposée directement aux aliments, puis qui, une fois digérée, libère des éléments beaucoup plus petits, les micronutriments, on appelle ça, qui peuvent être agressifs potentiellement contre la muqueuse. Et bien, les fibres servent à créer finalement une enveloppe interne pour protéger, filtrer ce qui va passer dans le sang, réguler justement l'apport en sucre et donc limiter l'insulinorésistance, on en parlera plus tard. C'est donc des éléments qui sont bénéfiques pour le cancer colorectal, les cancers du tube digestif de façon générale, donc du début jusqu'à la fin, pour simplifier. Cancer ORL, œsophage, estomac et l'intégralité du tube digestif. Voilà, donc en effet, ces aliments sont très riches en fibres alimentaires avec tous les bénéfices qu'il peut y avoir à tous les stades. C'est-à-dire qu'il est très intéressant de manger l'aliment en entier. Les antioxydants dans les fruits et légumes, en fait, agissent en synergie avec tous les autres nutriments, vitamines, fibres qu'a l'aliment. Donc, ils sont beaucoup plus mieux absorbés, mieux utilisés par le corps. Donc, les fibres alimentaires, ce qu'elles ont pour avantage aussi, c'est que dans l'estomac, elles permettent un petit peu d'absorber l'eau et du coup d'avoir cette sensation de rassasiement. Au niveau du tube digestif, comme vous l'a dit Dr Marshall, ben, du coup, ça, comme les fibres sont là et elles sont pas absorbées, puisque c'est pas quelque chose qu'on absorbe, il y a un appel d'eau du corps qui fait que ça augmente le volume des selles et du coup le transit est plus régulier. Et bien évidemment, la dernière avantage de ces fibres alimentaires, c'est le fait que ça va nourrir, c'est un prébiotique au final, un peu naturel, ça va nourrir les bactéries, les microbiotes qu'on a, et du coup, ça va être favorable aussi à notre microbiote. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous connaissez sûrement tous au moins 5 fruits et légumes par jour. Il s'agit donc de ou 3 portions de fruits ou 2 portions de légumes, donc 5 fruits et légumes, donc frais, congelés, en conserve, bien évidemment sans sel ou sans matière grasse ajoutée. Voilà, essayez d'en avoir l'équivalent. En fait, une portion, c'est l'équivalent de votre poignée ouverte, le quart de l'assiette, par exemple, un bol, ça représente une portion. Restez à l'écart quand même des jus de fruits. Les jus de fruits, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est de manger le fruit dans son ensemble. La digestion commence par la mastication. Restez à l'écart des jus de fruits. Vous pouvez en consommer 1 fois par jour, pur jus ou sans sucre ajouté. Mais au-delà de ça, c'est considéré comme une boisson sucrée.
Donc, comme une boisson sucrée qui peut apporter du sucre beaucoup plus sans pour autant apporter d'autres bénéfices. Donc, si vous avez envie de boire, vous buvez de l'eau. Si vous avez envie de manger un fruit, mais mangez le fruit en entier, ce sera plus rassasiant. Les féculents, au moins un féculent complet par jour. Essayez d'avoir le féculent à chaque repas selon l'appétit, mais au moins un féculent complet par jour. Les féculents, ça va être les céréales complètes, les légumes secs. Céréales complètes, c'est le riz, les pâtes, le riz complet, les pâtes complètes, le quinoa, le sarrasin, le seigle, l'avoine, l'orge, tout ça. Vous avez plein de variétés. Et au moins 2 fois par semaine, des légumes secs. Donc, il s'agit là des lentilles, des pois chiches, les pois cassés, les haricots secs de toutes sortes et de toutes les couleurs. Donc, au niveau des féculents, au moins 2 fois par semaine, essayez de mettre en place l'habitude des légumes secs. C'est aussi un aliment qui n'est pas très coûteux et très bénéfique. Alors, à l'opposé de ces fruits et légumes si vertueux pour la santé, il y a les fast-foods et l'alimentation ultra transformée. Alors, attention, on n'est pas là pour vous dire quoi faire et ne pas quoi faire, au sens, on ne cherche bien sûr pas à culpabiliser, et comme tout, il s'agit surtout d'un équilibre. Ce n'est pas parce qu'on se fait un fast-food de temps en temps que l'on va avoir un cancer. Et à l'inverse, ce n'est pas non plus parce qu'on n'en fait pas du tout qu'on va être totalement protégé. Il s'agit toujours de risque, et le risque, c'est un petit peu comme une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, elle diminue la gravité d'un accident potentiellement, mais elle n'évite pas pour autant l'accident, et à l'inverse, elle protège sans forcément protéger complètement. Alors, pour ce qui est des fast-foods, l'image est assez parlante. On a à gauche un soda avec un sandwich qui apporte la même quantité de calories que l'image de droite, avec certes un sandwich, mais les légumes dedans, les salades, des fruits autour, yaourt, donc une alimentation variée. Donc, il y a un apport calorique, mais quelque part, c'est un apport calorique monoaliment, finalement. Ce sont les sauces qui sont assez grasses aussi, c'est le pain qui est riche, donc ce n'est pas une alimentation variée et équilibrée. Et de ce fait, il y a un stockage beaucoup plus facile des matières grasses et du sucre également, qui engendre cette surcharge pondérale dont on parlait tout à l'heure et qui est donc pourvoyeuse d'au moins 12 types de cancers. Ça, c'est une chose. Qui plus est, on n'a plus les apports variés, donc les apports en vitamines ou en oligo-éléments. On peut avoir aussi un risque de carence. Cette image, en fait, elle parle beaucoup sur différents niveaux. Vous avez également du côté du sandwich et tout, le pain il est complet aussi, donc riche en fibres alimentaires. Vous avez cette notion aussi que dans l'image de gauche, du fast-food, du hamburger et de la canette de boisson gazeuse, vous allez avoir en fait quelque chose que vous allez gober, vous allez avaler rapidement et du coup, sans oublier qu'il y aura probablement des frites avec. Du coup, la densité énergétique sera plus élevée, la densité calorique, ça veut dire ça. Du coup, il y a cette notion aussi que là, on va le manger plus vite. Et l'autre, le fait de manger les petites carottes, le sandwich avec tout ça, les crudités. On peut même se dire qu'à la fin de tout ça, la pomme sera un petit peu trop, on sera rassasié, on la mangera plus tard. Ça prend, d'un côté, on va gober, l'autre, on va prendre le temps de mâcher, ça ne peut pas se gober, ça prend, voilà. Et du coup, vous aurez le temps, votre cerveau, il va vous dire au bout d'un moment, c'est bon. Au bout de 20 minutes, en général, il vous dit, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je suis rassasié. C'est pour ça que c'est important de manger lentement. Alors que les fast-foods, on les mange rapidement. Alors, bien évidemment, on n'est pas là, comme a dit Dr Machad, de juger, nous comprenons, nous aussi, on a des vies assez bien remplies et parfois, c'est la solution de facilité. Ça passe par des petites choses, c'est-à-dire limiter les aliments transformés, chips, biscuits, barres céréales, l'habitude d'avoir aussi dans son bureau, dans le tiroir, quelque chose, essayer de savoir si c'est l'ennui, si c'est la faim, essayer de savoir un petit peu quelle sensation vous pousse à manger et à aller vers ces aliments-là, essayer de rééquilibrer les repas
pour ne pas avoir ces fringales si c'est une question de fringales. Si c'est une question d'ennui ou autre chose, dans ce cas, ou de grignotage, privilégier d'avoir à portée de main peut-être des fruits, par exemple des bâtonnets de carottes, ça va le temps de croquer, ça prend du temps, ça permet un petit peu de mâchonner, ou un chewing-gum ou des tomates cerises. Essayez d'avoir aussi comme collation assez saine au final, c'est la poignée, alors une petite poignée, c'est assez dense en calories, mais pour le coup c'est des bonnes matières grasses, une petite poignée, donc une douzaine, une vingtaine de noix d'amandes sur votre bureau. Évitez d'avoir tout le paquet pour ne pas avoir à piocher non plus parce que c'est assez calorique quand même, des bonnes calories, mais voilà, on limite quand même la quantité. Et prenez le temps de lire les étiquettes. Sur les aliments ultra transformés, les plats préparés et tout ça, on peut avoir de tout. On peut avoir quelque chose qui est plutôt proche de ce qu'on avait fait. C'est-à-dire que quand vous lisez les étiquettes, posez-vous la question. D'abord, la première chose à regarder, c'est de lire la liste des ingrédients. C'est la recette au final, c'est ce qu'ils ont mis dedans. Donc, prenez le temps de le lire et vous posez la question, si je l'avais fait, est-ce que j'aurais mis tout ça ? S'il y a des choses que vous ne reconnaissez pas, que vous ne trouvez pas dans votre placard, ben, ce n'est pas quelque chose que vous aurez mis. Donc, on peut trouver des pizzas dans le commerce assez simples, au final, au niveau des listes des ingrédients, comme on peut trouver des pizzas, par exemple, avec une liste d'ingrédients à rallonge, avec des choses que vous ne trouverez même pas au supermarché. Donc, essayez de lire ces listes des ingrédients, essayez de prendre ceux qui sont plus riches en fibres alimentaires. Ça apportera un rassasiement plus précoce. Et une dernière chose, des aliments ultra transformés, finalement, dénaturent complètement l'aliment duquel ils sont issus. Il y a eu plusieurs modes de cuisson, plusieurs modes de cuisine avant de le servir comme tel. Et il y a la production de petits éléments, de petits déchets qui sont dans ces aliments ultra transformés. Et on le voit justement avec la diapo suivante. Il y a la production de composés N-nitrosés, on appelle ça les nitrosamines, qui ont cette action directe sur l'ADN de cassure, de défauts de réparation et qui vont être pourvoyeuses d'anomalies dans la copie, comme on en a parlé. Alors, les viandes rouges et la charcuterie, finalement, c'est un sujet qui nous touche. C'est quand même quelque chose qui est assez fréquemment consommé. Et comme tout, c'est plutôt l'équilibre qui est intéressant. Les viandes rouges, ce sont toutes les viandes hormis la volaille. Eh bien, on peut en consommer, mais voilà, pas plus de 500 grammes par semaine. Au-delà, on s'expose à un trop gros risque d'éléments, on va dire, pro-cancérigènes dans l'alimentation qui vont traverser cette barrière faite par les fibres, puisqu'ils vont être en quantité quand même suffisante pour traverser ça, agir et agresser le tube digestif et donc être pourvoyeur de cancer colorectal. Alors, en effet, du coup, les viandes rouges, c'est tout sauf la volaille, donc le veau, le porc compris. Donc, on a besoin des protéines d'origine animale. Les recommandations veulent les recommandations ont besoin, en fait, on doit avoir 1 à 2 portions de soit de viande, soit de volaille, soit de poisson, soit d'œuf. Ça, c'est des équivalents, et ils sont équivalents au niveau protéines, à peu près équivalents au niveau des lipides, des vitamines et des minéraux. Une portion de viande, ou de volaille, ou de poisson, c'est l'équivalent, en fait, de la paume de votre main. Donc, ça, vous pouvez avoir au choix 1 portion ou 2, et 1 fois par semaine, vous pouvez ne pas en avoir. Voilà. La viande rouge, consommer de la viande rouge toute seule, même si on en consomme 1 ou 2 fois par semaine, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un risque. C'est au-delà de 500 grammes par semaine. Si par exemple vous êtes une femme, le fait de complètement supprimer la viande rouge parce que ça pourrait être un risque et de ne pas en consommer du tout, vous êtes devant le fait que vous pourrez avoir des carences en fer. On en a quand même besoin en tant que femme du fer 2 fois plus que les hommes. Du coup, c'est important d'en avoir quand même. Gardez-en 1 à 2 fois par semaine et variez le reste avec des volailles, des poissons, des œufs. La charcuterie, par définition, c'est un aliment ultra transformé. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il y a aussi ce risque-là. Et le risque, comme l'a dit Dr Marchal, sur les composés N-nitrosés. Dans la charcuterie, on va inclure tout ce qui est viande, volaille ou poisson qui a été traité par salaison, par séchage, par fumage. Donc, il s'agit du jambon, des billettes, du saucisson, mais également du blanc de volaille, du blanc de dinde qu'on peut trouver en tranches, et également le saumon fumé, etc. Un conseil qui peut être donné, c'est peut-être de faire soit un rôti de porc, soit un rôti de bœuf, soit et couper en tranches, et ça se mange froid, et d'avoir ça comme substitut plutôt que d'aller systématiquement, si de temps en temps vous voulez quelque chose de simple le soir, comme ça limiter l'apport en charcuterie sur la semaine.
L'autre recommandation concerne les boissons sucrées. Alors, vous l'avez compris, on n'est pas anti-sucre, c'est pas du tout ça, mais c'est comme tout, ça doit être équilibré et régulier. Le problème des boissons sucrées, c'est qu'elles apportent une très grosse quantité de sucre et bien souvent que d'un seul sucre. Le saccharose certes, mais aussi le glucose. Et le glucose, c'est le carburant de nos cellules. Mais on n'a pas besoin de tant de glucose à un instant T. Finalement, c'est plus un apport régulier dans la journée avec de l'eau ou avec la nourriture elle-même, avec l'alimentation, qui permet de réguler notre glycémie, c'est-à-dire la quantité de glucose qu'on a dans le sang. Parce qu'effectivement, quand on prend une boisson sucrée, un soda par exemple, eh bien, on a une forte quantité de glucose qui arrive dans le tube digestif, et malgré les filtres, on arrive à ce qu'une grande quantité de glucose passe dans le sang. Alors, le corps régule ça grâce à une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc, si le glucose dans le sang augmente, l'insuline, par voie de conséquence, augmente, de telle manière à dispatcher ce glucose dans le reste de l'organisme. L'activité physique, pour la parenthèse, est un puissant répartiteur de glucose. En fait, l'activité physique va permettre à ce que le glucose aille préférentiellement vers les muscles. Et si on n'en fait pas, finalement, ils vont être stockés. Qui plus est, eh bien, comme tout système, il a ses limites. Et lorsqu'on a exposé trop le corps à de fortes quantités de glucose, sur toute une vie, attention, on peut s'exposer à un risque de diabète de type 2. Ça signifie que le corps est moins sensible à l'insuline ou qu'il y a une moindre production d'insuline. Et donc, le glucose qui est censé rester à des valeurs fourchettes dans le corps, finalement, on arrive sur des valeurs supérieures. Et tout ça, c'est très mauvais pour l'organisme avec des tas de complications propres au diabète, entre autres. Maintenant, en ce qui concerne le cancer, eh bien, ce glucose, s'il est apporté en excès et s'il n'est pas utilisé, il est stocké. On retombe sur la notion de surcharge pondérale, responsable, comme on l'a dit, ou en tout cas associée à un surrisque de cancer pour au moins une dizaine de cancers, voire plus. Voilà, donc prenez l'habitude au fait de garder de l'eau à portée de main. Quand vous avez soif, privilégiez l'eau plate, l'eau gazeuse, sans sucre ajouté, aromatisée éventuellement avec des infusions, du thé, sans rajouter de sucre. Ça peut se faire de façon transitoire. Si vous avez l'habitude de consommer beaucoup de boissons sucrées, ça peut se faire de façon transitoire, même à la limite passer par la version light dans un premier temps et diminuer la quantité pour aller, bien évidemment, il ne s'agit pas de tout switcher sur du light parce que là aussi, c'est des aliments transformés, mais du coup, c'est une façon transitoire pour limiter l'apport en sucre, puis progressivement diminuer cette envie, cette addiction de goût sucré que peut provoquer aussi la version light et du coup de switcher sur de l'eau ou sur de l'eau qui est aromatisée sans sucre ajouté. Je fais une micro-parenthèse, je ne sais plus si on l'a dit au début, mais en tout cas, posez toutes vos questions, nous y répondrons à la fin et nous reviendrons sur toutes les questions, même si ça concerne les premières diapositives. Alors, qu'en est-il des boissons alcoolisées ? Alors, encore une fois, on n'est pas là pour faire culpabiliser ou pour être derrière vous pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Il faut juste déjà comprendre ce qui se passe lorsqu'on prend de l'alcool. L'alcool en tant que tel, c'est surtout une molécule active qu'on appelle l'éthanol. C'est elle qui provoque les effets psychoactifs qu'on appelle l'euphorie et à l'extrême la sensation ébrieuse, voire plus si on boit trop. L'éthanol a cette action-là, mais il est transformé dans l'organisme en acétaldéhyde. C'est un autre produit. Et cet acétaldéhyde, lui, empêche la correction des erreurs dans la réplication de l'ADN. Donc c'est un vrai cancérigène qui est très puissant lorsqu'il est consommé, on le rappelle, de manière régulière et à de fortes doses. Alors, l'alcool a également un autre effet. C'est une molécule qui va favoriser l'entrée de certains produits cancérigènes dans les muqueuses, à la fois ORL et digestifs. Il y a donc un effet solvant du tabac, il y a donc une synergie de la cancérisation provoquée par l'alcool et le tabac. D'où la mise en garde très forte qu'il y a à boire et fumer, pour ainsi dire. Voilà, et par rapport au cancer du sein, la consommation d'alcool régulière, même un verre par jour tous les jours, peut augmenter le risque de cancer du sein.
en augmentant par rapport lié au fait des perturbations hormonales, l'augmentation des oestrogènes dans le sang. Également, le fait que ça peut augmenter le risque de prise de poids en lien avec tout ce qu'il peut avoir autour de la consommation d'alcool, des biscuits apéritifs, etc., qui peuvent augmenter l'apport calorique sur la journée. Donc, l'important, c'est, bien évidemment, comme toute santé publique le dit, boire avec modération. La recommandation, c'est pour tous, hommes ou femmes, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Ça évite des quantités importantes et des quantités régulières, d'accord? Donc, évitez aussi, attention aux quantités servies. Normalement, on peut se servir parfois des doubles et du coup, là, on peut avoir 2 verres en 1. Une portion de verre standard est écrit en dessous. Vous aurez la même quantité d'alcool absorbée si quelqu'un boit 10 centilitres de vin à 12 degrés d'alcool, un demi de bière, un verre de whisky, un verre de pastis ou un verre de champagne. Il y a des tailles standards. Donc, c'est pas parce que la bière est moins en degré d'alcool, on en consomme plus en quantité. Donc, au final, on aura tous consommé 10 grammes d'alcool par rapport au verre standard. Donc, prenez le temps, quand vous êtes en sortie, de boire lentement, de savourer également, parce que la vie, c'est aussi du plaisir. Et du coup, d'éviter d'avoir un deuxième. Essayez aussi d'alterner. Quand vous allez prendre un verre, le deuxième, prenez une autre boisson qui peut être sans alcool, par exemple. Et du coup, comme ça, si votre soirée elle s'éternise, de ne pas accumuler et des quantités d'alcool. Un mot sur les compléments alimentaires. Alors, déjà, il est important de rappeler ce qu'est un complément alimentaire. Le complément alimentaire est quelque chose que l'on va prendre en plus d'une alimentation qui, bien souvent, est issue d'un milieu naturel, est extrait du milieu naturel et est concentré pour être produit et délivré sous forme de gélules, sous forme de comprimés, en tout cas quelque chose que l'on ingère. Ces compléments alimentaires ont plusieurs éléments, plusieurs caractéristiques importantes de signaler. Déjà, ils ne suivent pas le circuit du médicament, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les tests qu'il peut y avoir pour n'importe quel médicament. Ils n'ont pas ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc, il n'y a pas de test sur les quantités qui vont être efficaces, les quantités qui peuvent être toxiques et les interactions médicamenteuses. Alors, quand on les achète en pharmacie, on a souvent sur l'emballage, en tout cas, la mise en avant des vertus positives parce que issues de telle ou telle racine, de telle ou telle plante, de tel ou tel remède ancestral qui est assez vendeur parce que vendu justement avec des vertus guérisseuses. Il faut considérer aussi que autant l'élément naturel peut effectivement avoir ses propriétés bénéfiques dès lors qu'il est consommé de manière naturelle. Une infusion de telle ou telle chose, la consommation de racines de telle ou telle chose. Sauf que les compléments alimentaires concentrent énormément ce produit naturel. Ce qui au départ devait avoir des vertus, je dirais, douces, là peut avoir des vertus véritablement métaboliquement actives. On les appelle les alicaments. Sauf que, comme je le disais, ils ne passent pas par le circuit du médicament, donc on ne sait pas quelle quantité est active, on ne sait pas quelle quantité devient toxique, et on oublie souvent qu'on peut également faire des allergies à ces compléments alimentaires. Donc, il faut savoir être critique, je dirais, et méfiant. En tout cas, en cancérologie, les données arrivent au fur et à mesure que les études scientifiques se font, comme on l'a dit au début. Il y a quelques années, il y avait telle ou telle recommandation. Aujourd'hui, nous avons des recommandations plus enrichies, en particulier pour les interactions médicamenteuses. On sait que le thé vert et chimiothérapie, par exemple, ne font pas bon ménage. Ah oui, puisqu'ils sont tous métaboliquement actifs et ils vont entrer en concurrence dans les usines justement de traitement de ces éléments dans le corps, qui fait que soit on va exposer un excès de chimiothérapie, donc par exemple une toxicité accrue, quand on a un cancer bien sûr, et ou un défaut d'efficacité puisque il n'y aura plus d'éléments transformés qui lui va être actif. Donc ces compléments alimentaires, il faut savoir être méfiant vis-à-vis de ça et ne pas en attendre grand-chose. Alors, ce que je dis ou ce qu'on dit par rapport à cela concerne la cancérologie. Bien sûr,
si vous avez des bénéfices dans telle autre pathologie, on n'est certainement pas là pour vous dire de ne pas le prendre. Il faut surtout avoir conscience que ce qu'on fait, n'est pas finalement si doux que ça, n'entre pas en interaction avec les autres médicaments d'une part. Et s'il y a des fatigues anormales, s'il y a des éléments qui vous inquiètent, vous pouvez en parler à votre médecin et il fera un dosage spécifique de telle vitamine ou de tel oligo-élément. Et en cas de carence, donc avec un dosage biologique anormal, on peut avoir une supplémentation spécifique de tel ou tel produit qui, lui, va être effectivement carencé. Un exemple par rapport au cancer, par rapport aux compléments alimentaires à base de bêta-carotène à forte dose qu'on peut trouver dans les compléments alimentaires qui préparent la peau au soleil. Ça peut être très fortement dosé au bêta-carotène. Ce bêta-carotène qui, à la base, est un antioxydant qu'on peut trouver dans tous les aliments qui sont orange, là, il est concentré à forte dose et pour les personnes qui en prennent pour préparer leur peau et qui fument, ça augmente le risque de cancer du poumon. Donc, d'être vigilant vis-à-vis de ça. Du coup, comme vous l'a dit le docteur Machra, sauf cas particulier et sous contrôle médical, ne pas prendre de compléments alimentaires sans l'avis de votre médecin. On peut satisfaire tous nos besoins en vitamines et en minéraux en adoptant un mode de vie sain avec l'exemple de l'assiette que je vous ai donné tout à l'heure, un tiers, un tiers, un tiers. Vous aurez suffisamment de fruits et légumes dans votre alimentation et suffisamment de vitamines et de minéraux là-dessus. Les antioxydants, on peut les trouver dans tous les fruits et légumes. Chaque couleur a sa particularité, a un antioxydant spécifique. La nature, elle est bien faite. Donc, variez le plus possible. Allez sur les fruits et légumes de saison, là où ils sont plus denses au niveau de leurs vitamines, de leurs minéraux. Et prenez-les surgelés, éventuellement, si vous les voulez hors saison. Et du coup, essayez de couvrir vos besoins naturellement ainsi par l'alimentation. Une des recommandations concerne l'allaitement. Alors, pour faire simple, l'allaitement est bénéfique pour l'enfant et pour la mère. Pour l'enfant, il offre des éléments du système immunitaire de la mère qui lui permet de se protéger plus efficacement. Ça diminue finalement les infections de la petite enfance. Cela permet une meilleure régulation également du glucose et également de l'énergie apportée, ce qui fait que ça diminue le risque de surcharge pondérale à l'âge adulte et le risque de diabète de type 2. Et le bénéfice pour la mère est assez marqué pour le cancer du sein, en régulant finalement la sécrétion des hormones après l'accouchement. C'est pourquoi il est recommandé pendant environ 6 mois d'allaiter. Donc la durée de l'OMS recommande un allaitement. Plus la durée de l'allaitement est importante, déjà il y a d'essayer de pouvoir et puis d'être aidé. Il y a beaucoup d'associations qui aident d'allaiter l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Et donc ça limite le risque de cancer du sein et indirectement pour l'enfant, ça limite le risque de surcharge pondérale à l'âge adulte. Donc voilà. Hop. La deuxième recommandation finalement, c'est la synthèse de toutes celles qu'on vient de vous dire. C'est toujours issu de cette étude internationale très intéressante qui a été traduite par le réseau Nutrition, Alimentation, Cancer, Recherche, aussi appelé réseau NACRE, qui finalement résume tout ce qu'on vient de vous dire. Maintenir un point santé, être physiquement actif, donc limiter la sédentarité, un choix intéressant dans le type des aliments, les aliments complets, on en a parlé, les fibres également. Bien sûr, limiter les boissons sucrées, limiter également les viandes rouges et la charcuterie, et puis l'alcool avec modération. Les compléments alimentaires, il faut être assez vigilant. Et bien sûr, si on peut favoriser l'allaitement, bénéfique pour l'enfant et pour la mère. Et enfin, en bas à droite, on voit qu'il est écrit qu'après un diagnostic de cancer, il faut suivre ces recommandations. Au tout début, on avait parlé de la prévention primaire, ce dont on vient de vous parler, et de la prévention tertiaire, lorsque l'on n'a plus de cancer. Eh bien, en gros, lorsque on est guéri d'un cancer, il est très intéressant pour l'individu de mettre en place ces recommandations pour limiter la survenue d'un second cancer ou bien limiter le risque de rechute. Voilà, l'important, et on le rappelle, et on va finir là-dessus, on va prendre vos questions, c'est l'objectif de l'alimentation, c'est de tendre vers ces recommandations et ne pas vouloir absolument les atteindre. Il faut rappeler que l'alimentation, elle a 3 fonctions qui sont pas dissociables. L'une qui est nutritive, biologique, nourrir le corps.
L'autre, c'est le plaisir, d'accord? Le fait d'avoir faim, là on est dans une société d'abondance, mais le fait d'avoir faim, c'est une souffrance. Le fait de manger, ça procure du plaisir. Et la troisième, c'est la fonction qui est en fait le lien social, culturel, les habitudes. Donc, c'est trois choses qui ne sont pas dissociables. Si on enlève le plaisir, le social, on peut devenir ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire qui est maintenant reconnu, c'est ce qu'on appelle l'orthorexie, vouloir trop bien manger. Si on enlève la fonction nutritionnelle et la fonction sociale, eh bien, du coup, c'est plus le plaisir. Là, on est à risque de surcharge pondérale, de ne pas manger correctement. Si on enlève le côté social, eh bien, au final, on est un peu isolé. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte et d'essayer de tendre vers ça, de ne pas être radical, d'essayer de modifier certaines choses. Vous pouvez prendre un objectif parmi ces objectifs-là et le faire progressivement. Donc, voilà. Donc, l'important, c'est d'être serein vis-à-vis de l'alimentation. Et on va finir sur une devise grecque de Cléobule qui dit que l'excellence se trouve dans la juste mesure. Vous trouverez en dernière diapositive tous les liens issus donc de recherches sérieuses et de sociétés savantes reconnues à partir desquelles on a pu construire toutes ces diapositives. Voilà. N'hésitez pas de visiter le site de Manger Bouger. Vous avez plein d'idées, d'astuces très, très intéressantes, pas du tout culpabilisantes. Et vous avez la fabrique à menus qui peut vous aider à faire des menus et la liste des courses. Voilà, merci. Alors juste, je me permets, Carole, Timothée, on n'a plus que 5 minutes. Après, ça coupe. Donc, d'accord. Donc voilà. Alors, première question. J'ai cru comprendre que vous suggériez de limiter les graisses. Qu'en est-il des huiles végétales crues? Alors, très bien. Il faut privilégier, il faut limiter bien sûr les graisses, mais les huiles végétales, enfin celles qu'il faut privilégier, c'est les huiles végétales. L'huile d'olive, le colza et la noix. On peut avoir également, au niveau des matières grasses qui sont recommandées dans la journée, une petite portion de beurre également, qui est très bénéfique pour la vitamine B et la vitamine D, et la vitamine A, qui n'est pas à risque et qui est neutre vis-à-vis du cholestérol. Du coup, comme je vous avais dit, 1 à 2 portions, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile par repas par personne, et ajouter à ça dans la journée une petite poignée fermée d'amandes, noix, noisettes. Ça vous apporte tout ce qui est nécessaire au niveau des matières grasses essentiels, les acides gras donc essentiels, qui sont très très bons pour votre alimentation. Il ne faut pas que ça soit en excès, c'est tout. Alors, qu'en est-il de manger bio? Alors, bio garantit pas le fait de manger équilibré. Bio garantit le fait que ça soit bon pour l'environnement. On peut avoir une surcharge pondérale bio si on mange des aliments transformés bio. Le bio ne garantit pas au fait une bonne valeur nutritionnelle. Lisez toujours les étiquettes, essayez d'aller vers le bio pour les aliments éventuellement, les matières premières. Éventuellement les fruits et les légumes, et que ça soit de saison, que ça ne vienne pas de l'autre bout du monde, bien évidemment, c'est une aberration. Mais par exemple, vous pouvez le lait bio, le pain bio, voilà, ça garantit une recette originelle. Alors, vous mettez, donc restez à l'écart des jus de fruits, qu'en est-il des smoothies faits maison, des fruits broyés? C'est plutôt bénéfique. C'est plutôt bénéfique, vous gardez un petit peu les fibres, mais c'est toujours, essayez de, vous allez avoir peut-être 3-4 fruits dans un smoothie que vous allez faire, alors que vous, spontanément, vous allez en manger 2, voire 3. Essayez de ne pas dépasser les 3 portions de fruits par jour, parce que c'est quand même quelque chose d'assez sucré. Essayez plutôt d'être à 3 portions de fruits et 2 portions de légumes, ou 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Quels sont les aliments antioxydants ou la partie des aliments la plus riche en antioxydants? Tous les fruits et légumes sont riches en antioxydants. L'important, c'est chacun a son antioxydant spécifique, ils sont tous très bons. Ne sélectionnez pas un aliment donné, aucun aliment ne va empêcher l'apparition du cancer ou le développement, ou inversement le guérir. Donc, variez et essayez d'aller en saison et mettez de la couleur dans vos assiettes. Je pensais qu'il ne fallait pas manger des féculents le soir. Ah non, il faut manger des féculents le soir, on dort bien, sinon on a faim. Les féculents sont bons à chaque repas selon l'appétit.
restez sur une assiette à un tiers de légumes, un tiers de féculents. Si vous êtes plutôt dans la démarche de perte de poids, soyez plutôt dans la moitié de l'assiette de légumes, un quart de féculents. Et voilà. Mais c'est un super allié, le féculent, ne vous fait pas prendre du poids. Ça permet c'est ce qu'on met dessus qui peut faire prendre du poids. C'est un super allié parce que ça évite les fringales. Si on mange que des légumes dans un repas, on a faim 2 heures après et on va aller sur des féculents, biscuits. Et du coup, là, on perd tout le bénéfice. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'aliments antioxydants à consommer? On y a répondu. Oui. Qu'en est-il des produits laitiers? Les produits laitiers sont bénéfiques pour le cancer du côlon et du rectum. On parle de produits laitiers, on va dire le lait, le fromage blanc, les suisses, le yaourt, les crèmes dessert, le beurre et la crème fraîche ne font pas partie des produits laitiers. 2 produits laitiers par jour permet de garantir un bon apport en calcium. Le reste du calcium sera apporté par le reste de l'alimentation. Pour les jus, notamment les purs jus 100%, on voit souvent noter qu'un verre équivaut à 1/5 portion de fruits recommandés par jour. Oui, enfin, globalement, si vous prenez 200 ml, ça vous apporte autant de sucre qu'un fruit. Il vaut mieux toujours manger le fruit. Que pensez-vous des sodas zéro, donc zéro sucre et autres? Ça peut être une alternative éventuellement si on n'en consomme pas beaucoup parce que ça appelle le goût sucré. Pour ne pas apporter l'apport en glucides, en saccharose, si vous voulez par exemple alterner l'alcool avec une boisson light ou zéro, voilà, ça a ce bénéfice-là éventuellement. Alors, une infusion avec du miel, est-ce OK ou pas? Le miel est un produit sucré également, naturel. Les sirops d'agave, les sirops d'érable également. Donc, ça apporte également du sucre. Donc, limiter cet apport-là, c'est également un apport en sucre. Alors, on va devoir arrêter les questions, je suis désolée. On va être coupé. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Carole et Timothée d'être intervenus et nous avoir donné de votre temps. Merci à tous d'avoir été présents pour toutes vos questions. Vous trouverez dans la journée le replay de ce webinaire directement sur votre plateforme. On compte sur vous pour continuer à vous mobiliser et à participer aux différentes activités mises en place dans vos entreprises par Train Me Corporate. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec des intervenants de l'Institut Curie pour comprendre le lien entre l'activité physique et la prévention de certaines maladies comme le cancer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement, mais voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.